Bonjour à tous, ici Mouni qui vous parle et bienvenue dans le 55e épisode du Pixels Café. Je suis en compagnie de Barnowski, salut, de Mario, Salut. Sam, Hello. Ante Hello. et Dr D. Kiko. D'accord, pourquoi pas. Bref. Et aujourd'hui on va vous parler d'un thème extrêmement intéressant et surtout très vaste. C'est les personnes qu'on adore détester, donc nos méchants préférés. Alors, quelqu'un veut commencer ? Écoute, moi je vais partir sur Rayman 3 avec le méchant d'André qui est un Hoodlum, pas Hoodlum, c'est pas ça, c'est du coup au pluriel, qui en fait se fait avaler par Globox. Du coup je vais vite faire contexte. En gros, Rayman, je pense que tout le monde doit le connaître, c'est un personnage iconique. Son ami Globox, qui est une sorte de monstre bleu, c'est supposé être une grenouille, je crois, normalement. Elle est bizarre, leur grenouille. Il est aussi très stupide. Et il y a... Oui, c'est ça. Et il y a dans ce monde les Looms, qui sont en gros des espèces de petites fées rouges qu'on peut attraper pour gagner de la vie. Et par contre, ces Looms peuvent être corrompus en Hoodlums, qui sont du coup des Looms noirs. Qui sont dirigés par un chef justement qui s'appelle André, qui est le seul Loom noir possédant des bras, ainsi qu'une bouche. Les autres sont juste une petite boule noire avec deux yeux. Et André du coup on commence dans la forêt où il y a Rayman et Globox qui dorment, et là André commence à corrompre tous les Looms rouges, ça commence à devenir la catastrophe. Et ce qui se passe, c'est que comment il s'appelle André, comment il s'appelle, bon, je viens de dire son nom 15 fois, je demande comment il s'appelle. André veut atteindre le cœur du monde, qui se trouve dans un endroit qui se nomme le Concile des Fées. Et au moment d'arriver au cœur du monde, ce qui se passe, c'est que Globox prend peur, ouvre la bouche, et André lui fonce droit dans la gueule et se fait avaler. Mais il n'est pas mort pour autant. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va commencer à interagir avec le corps de Globox et commencer à lui faire des trucs qu'il ne voudrait pas forcément, comme boire du jus de prune et du coup être bourré. Mais aussi, il va commencer un peu à le clasher et à commencer à rager sur tout ce qui se dit. Moi je pense typiquement lorsqu'on entre dans le monde de la lande aux esprits frappés, Globox il arrive, ça fait « Oh, lorsqu'on m'a dit la lande aux esprits frappés, je m'attendais à un décor d'horreur !» Et puis ensuite là il y a André qui dit Tu vas voir le décor d'horreur quand mes Hoodlums seront là !» Il va commencer à faire son rire diabolique qui est complètement ridicule mais qui est juste génial. Et ce qui est très très drôle, c'est qu'au bout d'un moment, on arrive dans un monde qui s'appelle le désert des Knaren. Les Knaren, c'est des espèces de monstres qui sont invincibles. Et ils ont un champion qui s'appelle Reflux, qu'on bat une première fois. Mais Reflux, non content de sa défaite, va s'allier à André, du coup, pour voler le sceptre de son roi et avoir un pouvoir incommensurable. Et il est très redevable à André. Et ça donne probablement une des scènes d'avant-boss finale qui m'a fait le plus rire de toute l'histoire du jeu vidéo, où en gros on doit simplement monter une tour avec un escalier en colimaçon, et on entend Reflux qui commence à remercier André de lui avoir filé tout ce pouvoir, et André lui dit comme tu es... Je connais la scène par cœur, c'est à ce moment-là, ça fait Oh Reflux, comme tu es grand et fort. Oui, Dédé. Grâce au sceptre de ton roi, tu es désormais invincible. Oui, Dédé. Oui, Dédé, oui, Dédé. Tu sais pas dire autre chose? Non, Dédé. Ensuite, on arrive devant le boss et là, il fait Merci, Dédé. Et puis ensuite, il y a le combat de boss qui est un des combats les plus... qui est vachement dur, mais du coup, voilà, c'est des méchants qui sont très très drôles, au niveau de leur dialogue en tout cas. Et voilà, c'est probablement mes méchants préférés. Waouh. Moi, j'ai envie de parler de nos méchants préférés, si vous le permettez. C'est une bonne transition, je pense, parce que des méchants préférés, je pense qu'on en a déjà de base avant même de mettre un pied dans le monde des jeux vidéo, parce que pour la plupart d'entre nous, on aura grandi avec Disney, et en l'occurrence, c'est une très bonne occasion pour nous de les retrouver que de jouer à la série des Kingdom Hearts, où effectivement, il y a deux types de méchants qui valent vachement la peine d'être croisés. D'une part, ceux qui sont totalement inédits, j'entends par là tous les membres de l'organisation 13 et en particulier Maître Xehanort, mais surtout dans ce jeu, ce qui est assez formidable, c'est qu'on a l'occasion de se battre en duel, des duels épiques contre les méchants de Disney. Ça va de Jafar à Maléfique en passant par carrément Hadès, dieu des enfers, et c'est vrai que c'est déjà un plaisir de les retrouver avec leur personnalité propre à chacun.
Et vraiment, ça crée des moments d'épicness assez absolus. Moi, j'avais un méchant qui est sans doute pas aussi connu qu'il devrait l'être, parce que le jeu n'a pas été malheureusement bien vendu, alors que c'est un petit chef-d'œuvre, un gros chef-d'œuvre. C'est le jeu d'Okami, et puis le méchant, c'est le méchant principal, qui s'appelle Ushiwaka, qui transpire la classe. Enfin, je vais même pas vous le décrire, parce qu'il faut absolument jouer à Okami, je vous le conseille vraiment absolument. Et Ushiwaka est l'un des boss récurrents du jeu, et il débarque avec son thème incroyable. C'est une musique qui vous transcende, et il a des répliques épiques. Enfin, c'est le méchant par excellence. Oubliez Zephyros, oubliez ce genre de méchant. Ushiwaka, c'est vraiment THE méchant. Il a trop la classe. Puis en plus, il a aucun réel cliché, d'après ce que je me souviens. C'est pas un gros méchant qui veut dominer le monde, il fait pas son petit rire diabolique et tout ça. Donc ouais, franchement, très bon méchant. Et puis un deuxième méchant que j'aurais voulu citer, aussi pas spécialement connu, c'est Natla, Jacqueline Natla, qui est la méchante principale du premier Tomb Raider. Ce qui est intéressant, c'est que c'est assez cliché, hein, mais ils ont voulu que, comme Lara Croft est un personnage féminin, ils ont voulu qu'elle s'oppose à un méchant qui est aussi un personnage féminin, et Jacqueline Natla est ce personnage. Et ce qui est intéressant, c'est que elle transpire pas trop le cliché. Jacqueline Natla, elle est patronne de son entreprise, un petit peu une grosse société. Et en fait, on découvre un peu au fur et à mesure du jeu que en fait, c'est une ancienne déesse déchue de l'Atlantide qui essaie en fait de retrouver son pouvoir, tout simplement. Et puis le jeu va en fait, Jacqueline Natla vous engage Lara Croft au début du jeu pour retrouver une artefact qui va l'aider à retrouver sa forme de déesse, en fait, en gros. Et puis, vers la fin, voilà, elle retrouve sa forme de déesse, et puis c'est assez cool. Enfin, c'est un personnage qui est assez charismatique, je trouve. Et puis après, ils l'ont refait dans le Anniversary, et c'était sympa aussi. Pas aussi bien, mais j'aimais bien ces deux personnages qui sont un petit peu moins connus. Puisqu'on parle de méchants qui ont la classe et qui sont pas forcément très connus, je peux rebondir avec l'antagoniste du jeu qui s'appelle The Ship, et antagoniste qui s'appelle donc Mr. X. Alors bon, comme c'est pas un jeu très connu, je fais une petite introduction au jeu. Grosso modo, vous allez sur un bateau qui est très luxueux, la croisière vous est offerte passe par ce Monsieur X, Mr. X, qui porte un masque blanc et un magnifique costume, cravate, 3 pièces, tout ça. Et en fait, au milieu de la croisière, tout à coup, Mr. X annonce, vous ne reverrez jamais la rive. Je vais vous donner à chacun un papier avec un nom. Vous devez tuer cette personne. Ceux qui survivent auront la vie sauve. Voilà. Et c'est super joyeux. Mais du coup, ce personnage, déjà par son habillement, par la manière dont il se tient, la manière dont il parle, par son masque, etc., fait partie du coup de ces méchants qui dégagent une assez grande classe. Voilà. Et il mérite d'être cité puisqu'il n'est pas connu du tout. Concernant les méchants pas très connus qui pètent la classe, alors moi je vais parler pour moi le méchant ultime qui est du coup très connu, hein, puisque c'est Ganondorf. Ça restera toujours le méchant ultime pour moi. C'est surtout, je pense que c'est lié à plein de choses, mais disons en tout cas lié à mon enfance, parce que c'est à peu près la première figure vraiment du jeu vidéo niveau méchant que j'ai vu. Mais oui, mais vous avez le signe du grand pif, parce que tu parles de figure du jeu vidéo et il a une sacrée figure. En tout cas dans Ocarina of Time. Après ça c'est un petit peu amélioré, mais le pif d'Ocarina of Time quoi. Ouais, Ganondorf, bon, bref, c'est le méchant ultime. Mais à côté de ça, j'ai quand même un autre méchant, mais qui n'en est pas vraiment. C'est pas vraiment une méchante, vraiment, selon moi. Mais selon la pensée collective, ça pourrait être une méchante, parce que je vais vous parler de Bayonetta. Et en fait, l'histoire de Bayonetta, en fait, c'est il y a très 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 longtemps, il y avait la société des sorcières de l'Umbra, qui et aussi les sages de Lumen, en fait, qui étaient dans le monde, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que les sages de Lumen ont tous
complètement tuer toutes les sorcières de l'Umbra, excepté certaines d'entre elles, et dont Bayonetta qui est donc une sorcière. Et on pourrait penser que c'est une méchante, puisque en fait elle se bat contre des anges. Et généralement on pense que les anges c'est gentil, c'est mignon, c'est des petits chérubins. Bon alors dans le jeu, pas du tout. Hein. C'est Il y a des clairement... chérubins, mais ils sont pas mignons. C'est clairement des monstres dégueulasses qui pissent le sang, bref, mais du coup on pourrait penser que eux c'est les gentils et que du coup Bayonetta c'est la méchante, enfin elle est un peu, elle a un air un peu de vipère, enfin dans le sens où elle est très, elle est toute en noir et elle se bat avec des armes qu'un démon lui fournit. Redin c'est un démon qui a un bar et puis il lui file toutes sortes d'épées ou bien de flingues à mettre, à mettre des flingues et tout. Et du coup, on pense à première vue qu'elle est méchante et au final, en fait, on se rend compte que non, et que ce sont les anges les méchants et qu'au final, il faut vraiment les craindre parce que ils font très mal, très très mal. Oui. Oui, j'adore Bayonetta, je suis bien d'accord avec toi. Je voulais juste revenir par rapport à Zelda. C'est vrai que c'est Ganondorf le personnage le plus emblématique de la série, mais je trouve dommage parce qu'il y a quand même d'autres méchants qui mériteraient d'être plus connus. Et moi, j'ai beaucoup d'amour pour le masque de Majora parce qu'il fait partie de mon jeu préféré. Enfin, pas juste pour ça, parce que je trouve qu'il transpire oui, il y a beaucoup de choses qui transpirent ce soir. C'est l'été. Et c'est ça, c'est l'été. Il transpire le malsain en fait. Et c'est dommage parce que c'est un boss final qui est vraiment très facile, trop facile. Mais s'il avait été un petit peu rebalancé, honnêtement, ça aurait été juste incroyable parce que ce boss est tellement dérangeant et tellement dérangé que ouais, moi, j'adore ce genre de boss quoi. Oui, alors moi plutôt dans mes méchants, mais alors c'est vrai que ça fait un peu la transition parce qu'effectivement dans les boss un peu dérangeants et dérangés, un des boss qui m'a vraiment marqué c'était Kefka dans Final Fantasy VI. Oui, ne serait-ce qu'avec le rire de la Super NES qui est absolument extraordinaire. mais ne serait-ce parce qu'ils développent vraiment, je trouve que pour un RPG des problématiques morales assez importantes. Hein, qui vont souvent plus loin que manichéisme, merci. Un peu de bête qu'on a tendance à voir, et qui va vraiment sur des problématiques limite de génocide, etc. Que je trouve fondamentalement intéressantes pour un RPG qui plus est encore assez tôt. Mais moi, pour revenir de nouveau, pour continuer sur la fibre du RPG, j'aime pas tellement quand on a des gentils, on a des méchants. Et je vais revenir sur un jeu que j'avais beaucoup aimé, un RPG qui s'appelle Tyranny, où il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants. En fait, on est dans un monde, et il y a un monde qui serait sous domination d'un grand empereur, qu'on pourrait tout de suite identifier comme le méchant, mais il n'en est pas finalement un. Et dans ce monde, on doit conquérir la dernière partie... on est à la tête d'une des armées de l'empereur, de deux armées de l'empereur, et on doit aller conquérir la dernière partie qui n'est pas sous sa domination. Et dans cette conquête, on doit choisir d'un côté deux grandes armées qui ont chacune des visions morales très différentes, et on doit choisir avec qui on va se battre déjà dans le prologue, et puis après, au fur et à mesure du jeu, déjà dès le premier acte, on doit entre guillemets, choisir son camp. Est-ce qu'on va être pour l'une des deux armées ou au contraire on va se retourner contre l'empereur et se battre avec ceux contre qui on devait se battre, ou est-ce qu'on va faire son propre chef et se battre tout seul et sans se soucier de personne. Mais ce que j'ai vraiment trouvé très intéressant dans le jeu, c'est de casser finalement la figure du gentil, la figure du méchant, de mettre vraiment au centre les agissements du personnage et de dire que c'est au personnage de faire ses choix moraux. On n'est pas dans une idée où on va lui imposer entre guillemets le rôle de gentil, et je trouve que c'est quelque chose qu'il faut vraiment essayer peut-être de percer. À mon avis, les éditeurs devraient tenter de percer, parce que je pense que c'est très intéressant, c'est peut-être déroutant, mais au moins ça pousse, je pense, à aller au-delà avec les réflexions. Ça pousse à se questionner moralement. Vraiment, je pense que ça peut avoir des implications souvent très fortes, parce que là, on a rien pour nous guider. On peut pas se dire, quoi que je fasse, je serai le gentil. Donc, même si, et vraiment, les agissements prennent une autre dimension et deviennent beaucoup plus profonds.
Non, c'est vrai que c'est typiquement le genre de jeu où le statut de méchant est questionné. J'avoue que je pensais rester encore sur la thématique de méchants qui pètent la classe, peut-être avec un qui ne transpire pas, parce que j'allais juste dire à titre de clin d'œil, jouer à la série des Batman Arkham, et pour le méchant qui ne transpire pas parmi tous les autres, mais tous ont la classe, le combat avec Mr. Freeze dans Arkham City est juste génial. Oui, Ah, c'était- ouais. En effet, il transpire pas. Ouais, glaciaire. ouais, j'avoue que c'est pas, il m'a pas le plus marqué, mais il est quand même vachement stylé. Oh, sinon, des méchants qui m'ont pas mal marqué, je suis désolé, je coupe la parole à Barnowski. Et à Tom Mario aussi. Mais j'ai vite fait mentionner, du coup, j'ai mentionné Rayman 3, un autre classique de la PS2 pour moi c'était Jack and Daxter. Et les méchants ont plutôt la classe aussi. Goyle, Achiron le Sage et sa compagne Maya. Au niveau du design surtout, certaines de leurs répliques imposent aussi pas mal le respect, même si c'est un peu des connards. Je trouve vraiment qu'au niveau de leur attitude et comme ça, ils sont déjà tout d'un bon méchant. Ils sont pas trop clichés non plus. Et franchement, ils ont aussi la classe dans leur chara design et puis dans leur comportement. Voilà, je voulais juste mentionner. Ouais, moi, je voulais rester très terre à terre pour terminer ma liste. Bon, il y a plein de choses que j'ai notées, mais bon, on va s'arrêter là. Je voulais noter un méchant qui m'a juste fait me chier dans mon froc. Enfin, il n'y a pas d'autre mot. C'était le méchant principal de Resident Evil 3. Et le titre de Resident Evil 3 était Nemesis. Le méchant s'appelait Nemesis. Et c'était une machine à tuer, et qui était impossible à tuer, qui vous poursuivait tout le long du jeu. Et quand je dis que c'était impossible à tuer, c'est-à-dire que vous pouviez le stunner un petit moment pour essayer de lui échapper, mais c'est à peu près tout. Et il débarquait... Il y avait pas, c'était ça qui était très beau dans le jeu, enfin beau pas tellement, mais c'était ça qui était vraiment très bien fait, c'est que on n'avait pas comme on aurait maintenant, on entre dans une grande pièce, une cinématique d'intro et puis boum le boss. Non, c'était vraiment genre vous vous baladez dans votre rue et puis tout à coup vous entendiez une porte qui s'ouvrait au loin et puis vous entendez le cri du Nemesis qui faisait Stars. Et puis là vous flippez votre race parce que le Nemesis il courait, il avait un bazooka. Il faisait 6 mètres de haut, donc j'exagère un peu, il faisait 3 mètres, je pense. Bref, vous chiez dans votre froc, c'était horrible, et puis des fois il pétait un mur juste devant vous et vous y attendez pas du tout, et l'effet de surprise était juste terrible. Et c'est un méchant qui est pas physiquement très classe, mais qui force le respect. J'ai profité de revenir, ça date un peu, mais du coup c'était sur ce que Sam disait il y a un petit moment, je suis désolée. Mais en parlant justement de jeux dans lesquels la frontière méchant-gentil finit par être mise en question, un peu moins fortement que dans le jeu que tu citais, mais un peu quand même, je voudrais revenir sur les méchants de Don't Starve, c'est-à-dire le plus évident, Maxwell, puisque c'est l'antagoniste du jeu quand on joue en sandbox, et ça l'est pendant très longtemps, puisque c'est celui qui va nous mettre dans ce monde sans pitié où la nuit nous dévore, etc. Mais finalement, on peut se demander, surtout qu'on va partir en mode aventure, est-ce que Maxwell ne serait pas finalement également piégé dans ce monde dans lequel il nous met? Et c'est pas un spoiler, on peut se le demander dès qu'on voit la fiche de personnage, où on se rend compte qu'on pourra jouer Maxwell aussi à un moment donné. Et du coup, on peut se dire, bah tiens, est-ce que finalement, le méchant ne serait pas cette nuit, justement, qui ne nous laisse aucune chance si on n'a pas de lumière, et qui nous tue directement? Et d'ailleurs, cette nuit a un nom, puisqu'elle s'appelle Charlie, et que, en mode aventure, on pourra en apprendre plus sur ces personnages. Voilà, donc en tout cas, ce sujet montre bien qu'on pourrait en parler pendant des heures, hein, et donc les méchants, c'est vraiment tout un élément à part entière dans les jeux, dans le jeu vidéo en général. Et on va s'arrêter pour maintenant, hein. Et merci à tous d'avoir participé, d'avoir donné vos avis et vos histoires. Alors merci à Barnowski, merci à Tom Mario, Sam, Ante et Dr. D. Merci à moi, pourquoi pas, hein. Faut qu'à faire. Et vous pouvez nous retrouver sur le site www.pixels-association.ch ainsi que sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, et voilà, ce sera dans la description, hein. Et on vous souhaite à tous une très bonne journée ou soirée, ça dépend. Au revoir. À bientôt.